Et yo tout le monde, c'est Zyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi c'est Venkel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Bonjour les sur la gars. chaîne YouTube comme vous l'avez vu Commençons très le bientôt. briefing de Aujourd'hui cette c'est la étape. suite du Tour L'essentiel de à France en retenir temps aujourd'hui, réel c'est que le avec parcours la est Lidl plat et Trek. qu'il ne comporte pas Une de étape pièges de plaine est au particuliers. programme aujourd'hui sous L'arrivée la au sprint canicule entre massif est Aguetmo plus que et probable. Bordeaux de On est en mesure de finir 175 sur le podium, km pour mettre voire le même cap de sur gagner si Bordeaux. tout nous sourit. En quittant les Je compte Pyrénées, le sur vous pour peloton rester à s'offre une l'avant dans les traversée 20 de la derniers forêt kilomètres. Bonne landaise étape les qui gars. laisse peu Allez, allez. de prise à des coureurs échappés pour piéger les équipes des cadors du sprint. Elles sont appliquées et concentrées sur cet objectif. Les trains arriveront à l'heure sur les quais de la Garonne. Pour une explication, à haute vitesse, 175 km de plat. Pour ce tour en temps réel, je tourne cette étape la veille de sa diffusion. Même si c'est assez compliqué en termes de tournage parce que je dois faire vite cette étape. Enfin, je la tourne ce matin avant d'aller travailler tout à l'heure. Et j'ai de faire le débrief de l'étape 5 du Tour de France. On a une bonne forme pour Vacek et Juan Ayuso. En forme classique Mats Pedersen et par contre en mauvaise forme Skelmos, Dereggi, Verona, Skuins et plus bas de sa forme Quinn Simmons. On sent déjà la fatigue se développer. Vacek qui ira à l'avant peut-être demain. On enverra Verona, je pense, avec Quinn Simmons dans 2 jours. Après, Vacek pourra faire pas mal de dégâts. Je pense qu'on en enverra 2 des coureurs à l'avant dans 2 jours. Et on va envoyer aujourd'hui Tom Skuins. Bonjour à toutes et à tous. La traversée des Landes en direction de Bordeaux laisse peu, voire aucune occasion de surprendre le peloton. Des audacieux tenteront Alors sûrement c'est vrai que de je vais faire pas enlever mentir le les maillot de champion pronostics, mais c'est bel et bien la de victoire d'un Lettonie. Mais sprinter bon qu'on écoutez, attend ça le nous long fait un des maillot de quais de la champion Garonne. national sur ce tour en temps réel. Et on va partir dès le kilomètre 0. On est encore 176 au départ de cette étape-ci. Quels ont été les abandons? On a eu l'abandon de Van der Berge, Kesbold, Tarling, nouvelle Ricard Wisterbos, Hagenes a fini. Ouais, 2 Visma en moins sur ce Tour de France en temps réel quand même. Ce qui veut dire que le maillot jaune, Jonas Vingegaard, a seulement encore 5 coéquipiers pour plus de 2 semaines de course. On a été le premier attaquant du jour et c'est Clément Rousseau qui nous a suivi pour la Groupama FDJ United. Allez, et ça Et contre Thibaut tout de suite à Guernalec, l'arrière. Ivan Yassiakor, Tina qui a tenté d'y aller ou encore Hans, Benjamin Thomas, John Egenkolb. Gros groupe, on est 6 à être partis. 7 avec Guernalec en tant que fuyard, même si le problème c'est que le peloton laisse pas beaucoup de marge parce que tout simplement on a un groupe trop important pour une étape de plat. Et du coup on va relancer avec Tom Skuns. Essayer de faire une petite décision dans ce groupe-ci. Et on est le seul à avoir tenté de repartir à l'avant. Non, si Clément Russo qui tente d'y aller de nouveau avec Hart, c'est peut-être la bonne échappée du jour, même Le si break John n'est pas Negas comme avec encore fait, Benjamin ça Thomas ne relance veulent en pas tête du l'entendre peloton. de cette oreille. On va prendre un petit peu de bleu quand même pour récupérer du rouge. Et légèrement de l'énergie. Bon, étape toute plate, c'est l'étape avec le moins de dénivelé de ce Tour de France. Je crois qu'on est à 800 mètres de dénivelé. J'ai peut-être dit 600 mètres à un moment quand je commentais hier, non, 800 mètres de dénivelé positif pour cette étape de Bordeaux. Mais on n'a que 16 secondes d'avance. Nelson Oliveira, un autre rouleur tente d'y aller. Du côté du classement de la combativité, est-ce qu'on a des coureurs qui sont bien positionnés? Non, il n'y a que nous avec 20 km. C'est vrai qu'on a fait à peine 20 km avec Skuns qui fait partie de nos coureurs avec lesquels on visera ce classement 6. On l'avait remporté avec Tom Skuns en 2021 sur le tour en temps réel. On va devoir relancer dans cette portion montante. Là, Soda Quickstep forcément ne laisse pas partir. Et nous non plus. On ne va pas laisser partir parce que l'on a envie de placer un homme à l'avant de la course. Clément Rousseau est en train de légèrement craquer. Il nous a même ralenti. On est de retour et 20 secondes d'avance. C'est l'avance la plus importante qu'une échappée a pu avoir depuis le départ de cette étape-ci. Ce qui va nous permettre peut-être de parler de plusieurs points. On va quand même évoquer la ville départ du jour. La ville d'Aguetmo en termes de patrimoine. Bon, ça commence à me saouler parce que quand je vais écrire sur mon téléphone, c'est assez lent. Alors, Aguetmo. Donc, cette commune d'Aguetmo, elle est dans le département des Landes. Elle se trouve sur la voie de Vézalais, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, entre autres. Elle est assez proche de la Crave ou de d'Oasit. Le climat auquel elle est exposée, c'est surtout
Bah, alors il y a eu plusieurs études pour le climat, c'est un climat océanique altéré. Ah bah attendez, c'est bien Il tente de de expliquer ce qui se s'échapper. passe en termes de patrimoine, mais c'est encore mieux surtout d'être dans l'échappée pour en parler. Donc on va y retourner à l'avant de la course. Donc l'échappée coûtait à peine une vingtaine, enfin une quinzaine de secondes d'avance, même si l'écart remonte légèrement. Alors c'est une commune qui possède une tradition quand même de production de chaises et de fauteuils. Plusieurs usines y sont implantées. En 1994, l'usine du siège y comptait 2000 emplois directs et 3500 au total. Cette ville est présentée dans le roman Un sac de billes de Joseph Joffo. Les frères Joffo devaient y traverser la ligne de démarcation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un blason avec un château d'or ouvert, ajouré et maçonné de sable flanqué de 2 tourelles. Et serait de gueule sommet d'un arbre de Sinople à la bordure en fiel d'or. La devise c'est laborer, créchi, croître par le travail. En latin bien évidemment. Bon, on va également parler de beaucoup de villes aujourd'hui. On va quand même parler de Mont-de-Marsan également dans les Landes. Mont-de-Marsan est une commune du sud-ouest, hein, le chef-lieu du département des Landes dans cette région de Nouvelle-Aquitaine que l'on traverse aujourd'hui. Elle est fondée au Moyen-Âge, hein, autour de ces 3 rivières sous la voie du Vézelay, du chemin de Compostelle, du Mont-de-Marsan. Elle est la capitale de la ville fortifiée des Landes. Son histoire a laissé des vestiges qui agrémentent encore aujourd'hui le centre-ville donjon de la Cateille, qui habite un musée des sculptures, ou encore rue médiévale, section des anciens remparts, vieilles maisons bourgeoises, anciens ports fluviaux, parcs, jardins et promenades fleuries. Mont-de-Marsan se situe au sud de la forêt des Landes, le plus grand massif forestier d'Europe occidentale, mais surtout en termes de forêt artificielle. Les plages de sable fin de la Côte d'Argent et de la chaîne des Pyrénées sont facilement accessibles. Au dernier recensement de 2023, il y avait 31 592 habitants dans cette commune. Une aire d'agglomération qui compte 18 communes avec 56 000 habitants, une aire urbaine regroupant 47 communes au total 68 000 habitants, comptabilisés en 2009. On va quand même parler de ce donjon de la Cathay. On prend Mathias Vachek, nous met 30 secondes d'avance pour zone de tête. C'est un monument situé à Mont-de-Marsan dans le département des Landes. Il s'agit d'un donjon il ne s'agit pas d'un donjon à proprement parler, mais de maisons fortes. Alors on va tenter d'y aller. Contiguës, bien identifiables, construites en pierre collifière à partir de la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe et dotées de créneaux sur leur partie supérieure au XVIe siècle. Elle est inscrite au monument historique par décret du 22 juillet 1942 et héberge le musée d'Espiau-Vlerick depuis 1968. Donc sous l'occupation, elle a été érigée en tant que monument historique. On n'arrive pas à partir de l'avant de la course. Derrière nous, ça contrôle toujours du côté du peloton. On va essayer de relancer de nouveau, mais on a à peine 5 secondes d'avance. Étonnant d'avoir autant d'animation sur une étape de plat pour prendre l'échappée. Bah écoutez, on tente avec Vachek, on tente avec Skøyen si ça nous laisse pas partir. Bon. On va quand même évoquer assez rapidement cette forêt des Landes. Puis après on parlera quand même de Bordeaux. J'ai beaucoup de choses à dire sur Bordeaux. Mais la forêt des Landes quand même, donc de 900 000 hectares quand même. Le problème c'est que ça me met que la forêt, que les forêts proches de chez moi. Forêt de Landes de Gascogne. Voilà. Massif forestier situé en Nouvelle-Aquitaine, dans les départements des Landes de la Gironde et du Lot et Garonne, abordé par l'ouest par l'océan Atlantique, la Côte d'Argent. Elle est à la forme triangle dont les sommets. Pour pas tomber ici, on va quand même essayer de freiner, c'est mieux. La triangle dont les sommets sont la pointe de Grave au nord et la ville de Tranos au sud et la ville de Nérac à l'est. Mais ouais, on doit être peut-être à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, c'était à combien de kilomètres de l'arrivée C'est ça, on est dans Mont-de-Marsan. On aperçoit ces landes. Écoutez, ça nous a pas laissé partir à l'avant de la course. On tentera plus tard, mais bon, ça nous permettra de parler un peu du patrimoine, même si j'aurais voulu être à l'avant de la course. La plus grande forêt artificielle d'Europe de l'Ouest avec une superficie de 632 000 hectares. Je pensais qu'on était sur plus de 900 000. Elle a été créée au 19e siècle sur
enfin, durant le Second Empire, hein, donc 1852-1970 de Napoléon III, sur des terrains sableux assez pauvres. Elle consiste aujourd'hui très largement en une monoculture intensive de pins maritimes, principalement privés. Elle comporte quelques zones de forêt domaniale situées près du cordon littoral atlantique. Elle est d'origine naturelle constituée sur des familles. S'il en reste des îlots comme au niveau de l'étang de Cousseau, certaines zones du littoral gascon étaient déjà boisées il y a plus de 2000 ans et occupées près de 2000 hectares. On retrouve ces massifs à proximité de la Canne Noire, Cachan, Attès, de Buche, Biscarros ou le Marensin plutôt. Les premières techniques de guémage ont été mises au point par ces forêts très semblables à celles que l'on connaît aujourd'hui. Le pain maritime, espèce endémique, était l'essence largement majoritaire. La volonté d'implanter une forêt est due à plusieurs raisons qui ont émergé à la fin de l'époque du 19e siècle. La première était de fixer les îles mobiles du littoral qui menaçaient les villages. Un exemple célèbre, ce velissement de l'église de Soulac, les capitaux de Buche. Les capitaux de Buche ont entrepris des travaux de fixation à la tête. Fort de son influence à Paris, écouté par des gros investisseurs, les privés et les résines seraient indispensables dans la révolution industrielle. Il sut convaincre le gouvernement, donc Nicolas de Brémontier, de la nécessité de semer des pins maritimes dans les Landes. Napoléon III souhaite arracher cette région au désert. Le loi impériale du 19 juin 1957 sonne le glas du système agro-pastoral et donne naissance à la forêt des Landes que nous connaissons aujourd'hui. Je regarde juste. Ouais, l'incendie par contre du XXe siècle, l'incendie d'août 1949 qui a dévasté des militaires entre Bordeaux et Arcachon et fit 54 ans de victimes. Et près de 50 moitié de la forêt partie en fumée en 1950. 52 000 hectares, c'est le plus gros feu de forêt pour moi qu'on a eu en France récemment. Du 19 au 25 août. Grand feu des Landes de Gascogne. D'ailleurs, on va peut-être parler aussi quand même de la ville de Landiras. Landiras qui a également été victime d'un des plus grands incendies de ces dernières années en 2022. Ville où il y aura le sprint intermédiaire qui sera joué. Cette ville en termes d'histoire à la Révolution, la paroisse de Saint-Martin de Landiras forme la commune de Landiras. En l'an 9, 1800-1801, la commune de Gula est rattachée. On va donner le gel bleu à tout le monde. Elle est rattachée à celle de Landiras qui devient Landiras et Guillon. En 1850, la commune de Landiras est rétablie par le démembrement de celle de Landiras et Guillon. En juillet 2001, la commune est touchée par un incendie de grande ampleur. Au 18 juillet, la préfecture annonce près de 9800 hectares de forêt brûlés. La propagation rapide du feu pousse les autorités avec toute la population de Landiras à cause des feux trop élevés pour assembler la sécurité des habitants. Un mois plus tard, à mi-août, plus de 21 000 hectares ont brûlé lors de cet incendie qui est le plus gros au XXIe siècle en France, plus que l'eau de l'an dernier. Et je rappelle également qu'on a eu le dispositif de sécurité, sécurité civile européenne qui s'est mis en place où en gros des pompiers de pays étrangers sont venus en France, notamment les de Roumanie ou encore de Pologne. On va peut-être parler quand même du bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, on va passer sur Matt Pedersen assez rapidement. Le bassin d'Arcachon, écoutez, le bassin d'Arcachon, non Pedersen, tu vas prendre ton gel. Ce bassin d'Arcachon que l'on va voir ici est une lagune mésoditale située au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne en Gironde, entre les forêts villes de la Thèse de Buche, l'Aigle Cap Ferrat à l'ouest et le delta de l'Aire à l'est. L'entrée du bassin interrompt le cordon dunaire de 250 km de la Côte d'Argent qui s'étend à l'estuaire de la Gironde à l'embouchure de l'Adour, à la différence des grands lacs landais. Il est largement ouvert sur l'océan Atlantique par l'intermédiaire des deux passes, et constitue une petite mer intérieure de 174 km² à marée haute et 60 km² à marée basse. On y pratique l'ostréiculture, donc bien évidemment la culture des huîtres, la pêche et la navigation de plaisance depuis le 5 juin 2014. Il abrite le parc naturel marin du bassin d'Arcachon. Oui, 20 points, même si IRL on est à 25 maintenant sur le sprint intermédiaire. Peut-être quand même parler vite fait du département de la Gironde. Et on parlera de la dune du Pilat et de la ville de Bordeaux par la suite. La Gironde. Alors c'est bien évidemment parce que je voulais voir comment j'ai cliqué. Donc la Gironde, qui est un département français situé dans le sud-ouest, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle est aussi le chef-lieu de région. De 1794 à 1793 à 1795, il a porté le nom de département de Bec d'Orès en raison de la
vicissitudes politiques au début de la Première République. On va surtout au niveau du sprint intermédiaire. Il doit son nom à l'estuaire de la Gironde qui commence à l'affluence de la Dordogne, enfin à confluence de la Dordogne, de la Garonne et du Bec d'Ambès en aval de Bordeaux. Comportant une partie importante des Landes de Gascogne, la Gironde est le plus grand département de France métropolitaine, 9 975,6 km², le deuxième plus grand de France après la Yonne. Bon, la Yonne c'est quand même 83 847 km², la forêt, le département inclut aussi un des plus grands vignobles français, le vignoble de Bordeaux. On en parlera après, comme on parlera de la dune du Pilat. Mais ça, ce sera après ce sprint intermédiaire-ci. Et on va surtout se le jouer. On est à plus de 5 km de ce dernier sprint intermédiaire. Enfin, de ce dernier, plutôt de ce deuxième sprint intermédiaire, premier sprint intermédiaire du jour. Et unique sur le Tour de France, ce serait bien sur les étapes de plat de pouvoir en disposer d'au moins 3. Même les baroudeurs pourraient jouer le maillot vert. Et ça pourrait redonner de l'intérêt à ce classement-ci. Il y aura 13 points à prendre pour le premier sur la ligne. Du côté du peloton, le vainqueur à Pau, Olaf Koy est bien présent ici. Nous, on sera bien amené par des coéquipiers. On n'a pas pu être à l'avant de la course aujourd'hui avec Hub Ars, Benjamin Thomas et John Degenkolb. Est-ce que c'était le fait qu'on avait un de nos coureurs à l'avant qui gênait? Je sais pas, mais en tout cas, ça ne laissait pas partir plus de 3 coureurs. Écoutez, 3 minutes et 20 secondes d'avance. Pour ce groupe aussi, à l'avant de la course, le sprint intermédiaire est à 78 km de l'arrivée. Ouais, on est largement avant l'Andiras pour ce sprint intermédiaire sur le jeu. Parce qu'Irel, il sera à 54 km 900 de l'arrivée. Hein. Oh, j'ai un peu simulé sans faire exprès ce passage de ciel. On va être bien positionné pour ce sprint. Voilà, Michael Matthews l'a fait depuis le début. Est-ce que Mats Pedersen, comme Irel, pourrait remporter une étape sur ce Tour de France? D'ailleurs, c'est Michael Matthews et non Pascal Leckermann qui fait les sprints. Philipsen va être parfaitement amené. Benoît pour Olaf Koy. Allez, on va lancer ce sprint en léger faux plat descendant. On va pouvoir tenir jusqu'au bout. Verschring également qui était là. On va essayer de remonter avec le Danois Mats Pedersen face à Olaf Koy. Est-ce qu'on a la capacité à le déborder? Pourquoi pas? Oh, par contre, on a gêné Michael Matthews. Mais on est devant lui, ouais. On prend à peine une dizaine de points avec lui. On est à Saint-Symphorien ici. Bon. On va peut-être pouvoir quand même vite fait parler du vignoble de Bordeaux sur cette étape-ci. Parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Et ça va passer par ce vignoble de Bordeaux pour cette étape du Tour en temps réel. Le vignoble de Bordeaux est une région viticole française regroupant toutes les vignes du département de la Gironde. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la Bourgogne, on est sur des domaines ou des coopératives, par exemple, comme ce qu'on peut avoir plus dans la partie Rhône, Vaucluse, voire même l'Hérault. On est sur des châteaux. Ici, d'ailleurs, la plupart des domaines sont de propriétaires étrangers du côté de Bordeaux. Certains vins qui sont produits comptent parmi les plus réputés et les plus chers du monde, faisant du vin de Bordeaux une référence mondiale. 36 appellations, dont Bordeaux, Saint-Julien, Pauillac, Margaux, Sauternes, on a des AOP, AOC, le bassin viticole d'Aquitaine. Alors, les sous-régions, il y a le Médoc, le Grave, le Sauternin, l'Entre-deux-Mers. Les sols, c'est du sable et du gravier ou agro-calcaire, 100 737 hectares, 9 820 viticulteurs, mais c'est entre 2000 et 2010, donc ça a quand même pas mal baissé, j'imagine. 2069 heures l'ensoleillement moyen à Bordeaux. On est sur du Merlot, du Cabaret Sauvignon, du Cabaret Franc, du Sémillon B et du Sauvignon B. C'est du rouge, quelques vins blancs, des liquoreux et des mousseux. 4 331 000 hectolitres en 2023 et maximum variant de 25 hectolitres en Sauternes à 125 en Atlantique. La production du vignoble est varie 80% de vin rouge, comme le Pomeroy ou le Pauillac, et 20% de vin blanc sec tels que l'Entre-deux-Mers ou le Pessac léognan ou liquoreux, par exemple le Sauterne et le Cadillac, auxquels s'ajoutent des rosés, des clairets ou des vins mousseux. Le Crémant de Bordeaux existant de 36 appellations différentes au sein du vignoble et s'explique par la diversité des territoires, c'est-à-dire des types de sols, de cépages cultivés, des pratiques de culture et de vinification, avec 100 737 hectares cultivés en 2024, dont 95 000 hectares en AOC, une production de vin de 5 à 6 millions d'hectolitres de vin par an. La Gironde est le troisième département de viticole français en termes de production globale après l'Hérault et l'Aude, mais numéro 1 pour les AOC en volume, oui, parce que l'Hérault et l'Aude, on est beaucoup sur du rosé, sauf que le rosé, on est beaucoup plus... on se dirige, on est pas mal sur plutôt de la quantité que de la qualité, même si ça reste intéressant, mais on est plus vraiment sur le côté productiviste. Bon, on va quand même parler peut-être vite fait de Biscarrosse avant la dune du Pilat. Biscarrosse, alors on va pouvoir en parler. Biscarrosse est
est une station balnéaire réputée notamment pour le surf. Ses habitants sont les Biscarrossais et les Biscarrossaises, capitale de l'hydraviation aussi. C'est vrai que je vais pas beaucoup parler de Biscarrosse, mais c'était surtout pour l'expliquer ici. On va pouvoir également évoquer quand même aussi la dune du Pilat, quand même que je vous ai mise en miniature, la dune du Pilat, qui a la particularité d'être une dune du coup de sable, que je suis allé dessus à plusieurs reprises. À l'entrée du bassin d'Arcachon, sur la côte d'Argent, bordure du massif forestier des Landes de Gascogne, dans le sud-ouest de la France. Elle est la plus haute dune d'Europe, même si elle s'affaisse de plus en plus. C'est 103,6 mètres en 2023. Début de formation il y a 4000 ans, forme actuelle depuis 200 ans. Si on peut regarder 2,9 km au nord, il contient 55 millions de mètres cubes de sable. À Pilat-sur-Mer, les déplacements de la dune sont constants établis par les scientifiques. La côte et la dune gagne sur le massif forestier ensevelissant les arbres à une vitesse d'1 à 5 mètres par an. Côté ouest, la révolution du trait de côte, l'évolution limite les plus hautes mers est variable. Forte érosion notamment lors des tempêtes hivernales. L'inverse, l'érosion est faible et quasi nulle ces dernières années. Le long du littoral sud de la dune du Pilat est dissymétrique avec une pente inclinée différemment selon sa position par rapport au vent. Ainsi, la face de la dune la plus exposée au vent est douce de l'ordre de 5 à 20% car les sables lors des remontées vers le sommet s'étalent. En revanche, la face côté forêt à l'abri du vent face est la plus raide entre 30 et 40 degrés, donc 40% presque. On va quand même parler juste de la ville d'Arcachon, petite présentation, et après on parlera quand même de Bordeaux, parce que j'ai beaucoup de choses à parler sur Bordeaux, bien évidemment. Donc Arcachon, cité balnéaire fondée par les frères Pereire, qui y avait amené tout simplement, avec les casinos, avaient ramené une voie ferrée avec leur société. Elle est célèbre pour la récolte des huîtres. Ces 4 quartiers tirent leur nom des saisons de l'année. La ville était accueille des rues commerçantes, la principale plage de sable et la ville est un casino aménagé dans la forêt de Dégane, un bâtiment du 19e siècle. La ville d'hiver et recèle d'extravagantes villas du 19e siècle. Au sud de la ville se trouve la dune du Pilat, une immense dune naturelle de sable. C'est une ville assez intéressante que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller voir en vacances. Je voulais vous en parler parce qu'on est quand même dans le département de la Gironde. On aperçoit au loin, même si on voit Francfort dit qu'on verrait plus la mer sur le Tour de France après l'étape de Barcelone. En théorie, oui, après il y a quand même l'océan Atlantique. Et la côte, on va quand même parler de Bordeaux, avant de parler des Girondins de Bordeaux ou encore de l'Union Bordeaux-Bègles. Bordeaux, commune viticole, enfin, cœur de la région viticole, ville portuaire. C'est Thomas Cazenave qui est devenu maire cette année, après Pierre Hermic, préfecture du département, chef-lieu de la région. 267 991 habitants. On va juste passer quand même sur pour cette ascension, même si on récupérera pas les hommes de tête. Aujourd'hui, une des plus grandes métropoles européennes, elle est la 9e commune de France. Siège de Bordeaux Métropole, c'est 854 334 habitants. L'aire d'attraction, c'est 1 426 274 habitants, ce qui est la 6e du pays. Située au cœur de l'Atlantique et la forêt des Landes, elle est sur la Gironde, traversée par la Garonne. La position centrale de Bordeaux, sur les itinéraires commerciaux, terrestres et fluviaux, au cœur d'une riche région viticole, on a fait une des principales villes du pays. Centre de commerce international des 2e siècle par la plantation de vignes romaines lors de la conquête de l'Empire, capitale durant deux siècles de la Gaule Aquitaine, puis duché d'Aquitaine et de la Guyenne, sous souveraineté anglaise puis française. La ville accueille à la Renaissance un foyer intellectuel avec le collège de Guyenne au XVIIe et XVIIIe siècle. On rappelle aussi le deuxième ville qui a le plus accueilli le Tour de France. Je vais pouvoir vous le dire maintenant, c'est bien évidemment la ville de Montaigne et de Francis Castaing. On avait le Drôme Pierre, la Scure, la Quinconce ou encore les lacs et les quais. Ou Van Looy, Dragade, Plancart, Basso, Godefroot ou encore Carsten, Martens, Van der Dergen, Jean-Paul de Van Poppel, Eric Zabel, Steve Cavendish ou Vincent Suspendar Poison. On est dans la côte du Béguet, de 1 km 700 à 4,2% de pente moyenne. On va quand même parler de Montaigne juste après. Figure locale de Montesquieu. Oui, évidemment, stimulé. Alors, déjà, oui, foyer intellectuel avec le collège de Guyenne. Au XVIIe et XVIIIe siècle, son port devient le plus important de France, stimulé par la traite négrière. La figure locale de Montesquieu interprète la vie de la philosophie des Lumières. Louis-Urbain Aubert de Tourny, intendant de 1743 à 1757, lance les grands chantiers qui ont transformé Bordeaux.
Destination touristique internationale. L'université et sa ville sont un important pôle d'enseignement supérieur et de recherche au niveau national et européen avec plus de 100 000 habitants. Notamment, on a bien évidemment, on n'est pas très loin de Libourne, la ville de Quentin-Paché. On a également Sciences Po Bordeaux qui est dans cette commune, enfin qui est là à Meynac. Nombreux prix, classement d'organisations internationaux, le prix de l'Europe, l'idéal européen. Ça métropole idéalement un pôle stratégique du secteur aéronautique et spatial et militaire et de nombreuses entreprises comme Dassault, Ariane Group, Safran et Thales. Safran qui fait l'électronique mais surtout aussi les moteurs et Thales tout ce qui est radar. Par ailleurs, la commune de Bar entre Bordeaux et Arcachon abrite l'un des 2 seuls lasers mégajoules au monde. Je regardais juste ça par rapport à Thales. Oui, Thales, c'est tout ce qui est radar, j'imagine. 1 minute d'écart entre la Euh, tête de course et le peloton. oui, Thales fait les radars de surveillance aérienne au sol. Je me suis bien pas trompé cette fois-ci. Juste, je vais quand même évoquer un petit peu pour Bordeaux, l'Union Bordeaux-Bègles, les Girondins de Bordeaux. Alors, l'Union Bordeaux-Bègles est un club de rugby hein, qui est la jonction entre Bordeaux et les clubs de la ville de Bordeaux et de Bègles. Surtout club double champion d'Europe en titre, qui est au stade de Chabandelmas, fondé en 2006 de la fusion entre Stade Bordelais Université Club et du club athlétique Bégalais, basé à Bègles dans la banlieue sud de Bordeaux-Gironde, évolue en top 14. Cette année, ils n'étaient pas en play-off, malheureusement. C'est au stade Chabandelmas, c'est dans l'entraînement, c'est André Moga, on a forcément comme joueur Maxime Lucu, ou encore Louis Biel-Barlet, Mathieu Jalibert, enfin c'est une équipe exceptionnelle, hein, Dalian Penaud, Peato Moka, qu'est-ce que je raconte, Moefana de Porter, Poirot, Lamotte, Falatea entre autres, Marco Gazzotti, Cameron Woki, Pierre Beauchaton, enfin vraiment Vivier du 15 de France. D'ailleurs, plus de la moitié des joueurs qui étaient utilisés contre la Nouvelle-Zélande venaient de l'Union Bordeaux-Bègles, double champion d'Europe, hein, vainqueur de la Championship l'année dernière contre Northampton et cette année en démonstration face à l'équipe tout simplement Les hommes de tête ne lâchent rien. Et trouve de encore des Leinster. forces Poirot a pour fait accélérer 280 et matchs, résister au 1426 retour points du pour Jalibert en peloton. meilleur buteur et meilleur marqueur d'essai, 64 pour Louis Biel-Barlet, c'est Yannick Brul l'entraîneur. Et puis aussi Sira Yassi qu'on retrouve sur Délier, ou encore Romain Buros. Bon, les Girondins, vous en doutez, de Bordeaux, club historique du championnat de France, qui a été exclu par contre de toutes les compétitions nationales. Club fondé en 1920, qui est basé à Bordeaux, club omnisport, qui était en 4ème division, fondé en 1881. Surtout, alors pourquoi j'ai L'échappée est en train de 81 à un moment? résister au retour du peloton. Mais ça Parce va que être c'est un ancien. compliqué. Ouais, non, c'est comme ça. Alors, club qui a remporté 6 fois le championnat de France, 4 fois la Coupe de France, 3 fois la Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions 3 reprises, la Coupe Intertoto, la Coupe des Alpes encore une reprise. On est évolué au stade des Chartrons avant de partir progressivement à partir de 1938 au Parc Lescure ou le stade Chabandelmas. Maintenant, ils sont au Matmut Atlantique. Depuis les années 80, on est à centre national d'entraînement du FC Girondins de Bordeaux à Eylan. Le club marine et blanc a remporté à surprise le champion de France, on l'a dit. La dernière fois en 2010 avec notamment Gourcuff. On a les coupes, ils ont remporté la Coupe de France, très bien on l'a dit. Connu ces années de gloire sous Claude Bèze entre 78 et 90. Atteint une finale de Coupe européenne en 96 de la Coupe de l'UEFA. Battu par le Bayern Munich à l'épopée européenne de 95-96. The Lions vers un titre de champion de France gagné en 99. Depuis le club a acquis 3 Coupes de la Ligue 2002, 2007 et 2009. Un titre de champion de France 2009, c'était 2009, non c'était pas 2010, 2010 c'était 2010, oui non, en plus c'était Marseille, qu'est-ce que je raconte, et 2011 c'était Lille et 2012 Montpellier. C'est un club qui est depuis 2021 sous la propriété de Gérard Lopez qui a un peu coulé le club quand même. 2013 ils ont été vaincus à la Coupe de France, qui succède à Frédéric Longue-Épée. Le club est racheté à cette même date par Gérard Lopez, qui a fait partie de l'association européenne des clubs depuis 2008. Il a créé une sélection féminine en 2016
Arkema, il se classe dernier en 2021-2022 en Ligue 1, puis échappe à une rétrogradation en N3. Finalement, la Fédération française, après l'avis positif du CNOCF, officialise le maintien. En 2022-2023, malgré une saison où les Girondins frôlent la qualification pour la remontée, l'équipe reste en Ligue 2, sauf que en 2024-2025, le club évolue en National 2 à la suite d'une décision administrative décrétée par la DNCG. On va quand même parler du parc Lescure. Lescure de Bordeaux, qu'on peut juste évoquer un petit peu, qui est un espace sportif fondé en 1924, site historique sur la vie bordelaise autour du stade Chabandelmas et de gymnase. Stade Chabandelmas en nom de l'honneur plutôt du maire historique de cette commune. Entre 1938 et 2015, il avait accueilli Girondins de Bordeaux, puis l'UBB depuis 2011, qui devient le club résident unique à partir de 2015. Qui était avant le parc des sports ou encore le parc Lescure entre 1938 et 2001. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir parler quand même de la place des Quinconces à Bordeaux. Donc, la place des Quinconces, place emblématique en 1820 avec une mémoriaux, fontaines, ouvragés accueillant aujourd'hui des fêtes foraines et des marchés. Cette place bordelaise. On a la fête du vin, la foire brocante, la foire au plaisir, la fête du fleuve. On est quand même à 20 km de l'arrivée. Donc on parlera encore de 2-3 autres choses d'ici à l'arrivée. Mais je voulais peut-être évoquer quand même aussi une entreprise connue dans le coin qui est Cdiscount. Après la vidéo va être très très longue. Hein. Mais donc Cdiscount qui est spécialisé dans la vente de CD initialement ou de DVD, qui a la société s'élargit progressivement et son offre est vendue aujourd'hui plus de 100 millions d'utilisateurs, fondée en 1998 par les frères Charles, commerce en ligne, bien évidemment son secteur d'activité. 100 millions de produits référencés proposés à la vente dans les univers de la maison high-tech, loisirs, mode et alimentation entre autres. L'entreprise est présidée par Thomas Métivier et est basée à Bordeaux-en-Gironde. En 2000, elle devient la filiale du groupe Casino. Et aujourd'hui, c'est le holding Cnova qui possède 2001. C'est une valeur d'affaires, le volume d'affaires s'élève à 4,2 milliards et 2024, elle en baisse à 1,4 million d'euros. Basculement d'une stratégie plutôt vers le modèle marketplace. On va quand même juste citer deux anciens maires de Bordeaux qui ont été Premier ministre. Alain Juppé, déjà, qui est aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, entre autres. Ancien Premier ministre de Jacques Chirac, qui a été maire de Bordeaux entre 1995 et 2019, qui a été candidat en résidence de la République en 2017, battu lors de la primaire face à François Fillon. Il a fait Sciences Po notamment, l'ENA, entre autres. Un Premier ministre entre 1995 et 1997, tout simplement, c'est la dissolution de 1987 qui a fait qu'il n'était plus Premier ministre. Par la suite, quand Jospin est arrivé, va donner gel batoun aux coéquipiers. Ouais, la vidéo va être assez longue aujourd'hui, mais bon, écoutez, je savais que cette vidéo est assez longue parce que j'avais pas mal de choses à parler en termes de culture aujourd'hui. Il a succédé à Jacques Chaban-Delmas, maire historique de Bordeaux, ancien Premier ministre. Lui, c'était de Pompidou, il me semble. Il est mort en 2000 et né en 1915. Résistant général de brigade et homme d'État français également. C'est lui, celui qui a été créé le ministère dit de l'impossible par Poujade, alors pas Pierre Poujade, hein, mais plutôt Robert, qui était le ministère de l'écologie. Ouais, c'est ça, entre 69 et 72. Et maire de Bordeaux, enfin président de l'Assemblée quand même de 86 à 88, ministre de la Défense 57-58, ministre d'État 56-57. Mais surtout député de 88 à 97, maire de Bordeaux de 1947 à 95, 47 ans en tant que maire de cette commune. Figure emblématique bien évidemment, lui et Juppé qui ont aussi aménagé grandement cette commune. On va juste parler plus tard quand même de la cité du vin, mais ça on en reparlera plus tard. Maintenant on va se focus sur le sprint. D'ailleurs bon, ma manette qui s'est déconnectée, mais ça on en a l'habitude, c'est parti. Allez. D'ailleurs, je voulais passer plutôt sur Pedersen, c'est ce qu'on va faire. On va passer, alors que Canettebrook, Romain Grégoire a distancé, il a été avec Molinard qui a abandonné IRL. Ça va être parti avec Mats Pedersen, il va pas falloir se faire piéger. On récupère les hommes de tête à 17 km 900 de l'arrivée. Quant à nous, on bénéficie du gel bleu pour le moment. Bon, on va surtout le prendre
à moitié déjà parce qu'on a quand même encore pas mal d'énergie. Et puis ça pourrait nous permettre de récupérer un peu de barre rouge, même si on voit qu'on a de la fatigue qui fait qu'on a moins de barre rouge qu'annoncé. Et mine de rien, on se sera fait près. Enfin, on aura simulé une grande partie de l'étape. Et on monte quand même pas de montage aujourd'hui presque. Non, avec Olaf Koy, vainqueur il y a 2 jours IRL, bon, vous voyez cette vidéo, Paré-Pinte, Verstring, De Bruyne. Mais même si il faut quand même que j'accélère un petit peu parce que j'aurai quand même une vidéo débrief à faire juste après. Donc ouais, ça va être chaud. Allez, ça va être parti. En ce qui nous concerne avec Mats Pedersen, on va prendre tout le gel bleu maintenant. On va plus se poser la moindre question. Ça va être une compte qui remonte derrière nous. Ou c'est seulement Van Baarle. C'est Van Baarle, Campenart est pas très loin. Vervac ou encore Ilan Van Ruiter sont là, toujours le plus combatif. Ilan Van Ruiter depuis le départ de ce Tour de France. George Bennett est bien présent. Bon, on est en toute première position avec Mats Pedersen. On va demander à nos coéquipiers de préparer le sprint sans qu'ils puissent nous gêner toutefois. Tchèque est en train de remonter, le champion de République tchèque, on s'est un peu décalé, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est décalé. Après ça qu'on roule quand même en première position du peloton, on prend pas mal de vent, c'est pas l'idéal. Voilà, Mathias va remonter à nos côtés, il va nous amener. Il est présent ici, avec Ilan Van Wilder. Emil Verstrung également à nos côtés. Allez, il va check. On va essayer d'amener ce peloton à moins de 10 km de l'arrivée à Bordeaux. Ville qui a accueilli à 2 reprises, enfin à de nombreuses reprises le Tour de France. On va quand même, bon, c'est également la ville de Montaigne, connue bien évidemment pour ses essais Michel de Montaigne que j'ai un peu étudié cette année quand même. Qui a vraiment un style assez étonnant. Enfin, quand je dis étonnant, c'est assez brut comme style, c'est que souvent j'ai l'impression qu'il apporte une propre conclusion dans sa phrase. Lui qui a inspiré notamment Pascal, mais Seigneur de Montaigne, dénominé, voilà, Saint-Michel de Montaigne, il est né dans ce château-ci, alors c'était plutôt sa ville, Bordeaux. Moraliste, écrivain érudit. Bon, il a fait bien évidemment les essais, hein, qui est sa principale. On a les ailes de l'Antiquité aussi quand même, gréco-romaine. On peut citer également en ce qui le concerne qu'il a fait le collège de Guyane, l'université de Toulouse, il est dans l'humanisme, scepticisme, l'homme et les sciences humaines, qui sont ses principaux intérêts, en précurseur histoire naturelle, mais aussi littéraire, philosophique. Il a fait aussi la Boétie, le journal de voyage, journal qui a été publié à titre posthume en ce qui le concerne, Michel de Montaigne. Moi je regarde aussi la barre de tous mes coéquipiers qui n'ont pas tous d'ailleurs pris leur gel alors que je leur avais demandé quand même. C'est quand même le comble. Allez, s'il commence à faire chaud, je suis dans ma chambre là. On va demander à Ayuso qui est maillot à pour le rappel, ce qui pourrait encore lui donner un petit peu de bonne pression pour les prochains jours de course. Verona aussi va prendre son gel bleu. Et j'ai demandé à Tom Skions qui a visiblement pas voulu le prendre, même Tom Skions, on va lui dire de ne pas s'accrocher. Je pense va check aussi, surtout que les deux ont pris pas mal d'énergie. Mais on va essayer de les économiser pour les prochaines étapes où je pense que Queen Simon ira à l'avant avec peut-être Verona dans 2 jours. Mais par contre, on demandera quand même à Vacek d'aller à l'avant demain. Alors c'est qu'on n'a toujours pas choisi qui sera le plus combatif de ce Tour de France. Peut-être Skelmos pour notre équipe, même si... Alors il est quand même sorti du top 10, donc ça peut être assez intéressant pour lui. On arrive dans Bordeaux, attention, il y aura quand même quelques virages, c'est le même final qui avait donné la victoire tout simplement de Jasper Philipsen il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, enfin 3 ans oui, c'était début juillet plutôt, c'était une semaine d'avance, mais nous voici arrivés à Bordeaux. Attention à ce virage, on va passer les quais de la Garonne, ça peut être plutôt technique, sur des grands, enfin sur les quais oui, mais sur des grandes avenues plutôt. Donc on pourra remonter, on va essayer de partir à l'intérieur, même si on a fini un peu plus. Ici gêné, allez, 3 km avant la ligne d'arrivée, Skelmos qui va essayer de nous lancer le sprint, on est très bien positionné avec Mats Pedersen. On sait que contrairement à beaucoup de sprinters, on a une meilleure note de récup. Ouais, maintenant vous arrêtez parce que j'ai pas envie que vous me gêniez. Les collègues. Skions et Vacek se sont relevés parfait. Van Asbroek distancé, tout comme Van Wilder. Plein de cartes qui s'écartent pour lancer
Jasper Philipsen. Il y aura quand même Mathieu Van Der Poel, bien évidemment. Tim Merlier, on est tout seul de notre côté. On va essayer de pas se faire gêner avec Mats Pedersen, le Danois. Ouais, mais ça lance très très tôt, hein, le sprint. Maintenant, allez, on va essayer d'y aller avec Pedersen ici. Essayer de résister. Essayer d'aller, pourquoi pas, chercher une première victoire sur ce Tour de France avec le Danois. On va être battu, même si on va tenter un retour. Peut-être, attention, oh non, on s'est fait gêner, mais putain. Mais par Range-Cold et compagnie, les gars, c'est pas possible. On s'est fait gêner. On était peut-être le plus fort de ce sprint. Mais regardez le lock intersidéral qu'on s'est pris par Range-Cold. Ou encore Anthony Turgis. Les gars, c'est pas possible. On était tout seul pendant 2 km sur notre côté. Où il n'y a personne qui nous a gênés. Et regardez ce dernier kilomètre au ralenti. Mais c'est quand même catastrophique ce qui s'est passé ici. On était à l'opposé, hein, bien évidemment. Victoire de Jasper Philipsen. On suit notre ligne, hein, mais les mecs, ils viennent là. Sur notre côté se déporter. Alors on va tenter de revenir dans les tout derniers mètres. Mais regardez comment on se fait bloquer. On peut pas passer. C'est pas possible ça. Alors on va chercher une 7ème place. Et Remco finit devant nous. Mais wesh. Remco, les gars, est encore présent. Mais les gars, il va remporter le maillot vert. Surtout quand on se foire. Bon, victoire de Philipsen. Mais là, on se foire. Mais c'est surtout nous qui avons été empêchés. Hein, clairement sur cette étape-ci. Victoire de Philipsen, le jaune pour Vingegaard, toujours le maillot vert pour Jasper Philipsen qui le prend finalement à Remco. Juan Ayuso maillot à pois et maillot blanc pour Juan Ayuso, toujours le leader de 2 classements distinctifs. Ouais mais les gars, vous avez vu comment on s'est fait bloquer Warren Cole, les gars, il finit 5ème, 4ème, Remco Evenepoel, c'est pas normal que Remco finisse aussi haut sur une table de plat les gars. On joue bien qu'il y ait de la fatigue de première semaine pour beaucoup de sprinters. Fred White 2ème, Bittner 3ème. Non mais là les gars, c'est pas possible quand même. Bon, victoire de Jasper Philipsen, le belge de la Soudal Quickstep en 3h46 minutes et 17 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Non mais les gars, on s'est fait totalement gêner et ça me met hors de moi. C'est pas possible qu'on s'est fait gêner, mais d'une violence par nos adversaires. Bon, du côté du classement général, toujours en tête pour Jonas Vingegaard en 25h11 minutes et 32 secondes pour le Danois de la Visma Lease. Du côté du classement numéro grimpeur, 30 points pour Juan Ayuso, l'Espagnol de notre équipe de Lidl Trek. Du côté du classement par prend 144 points pour Jasper Philipsen, le Belge de la Alpecin Première Tech. Et puis du côté du classement des jeunes, en 25h12 minutes et 22 secondes, c'est Juan Ayuso, toujours l'Espagnol de la Lidl Trek, notre équipe. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe allemande de la Red Bull Brandreux en 75h09 minutes et 38 secondes, pardon. Et puis du côté du classement de la quantité, c'est Ilan Van Widor avec 342 km pour lui, le Belge de la Soudal Quickstep. Peut-être qu'on mettra Dirigi en échappée lors de la dernière journée de course avant la journée de pont. On verra, il est quand même très loin déjà direct. Après c'est vrai qu'il y a des grands écarts et on va juste se terminer par parler quand même de la Cité du Vin à Bordeaux. Là, on a ce qu'on appelle la Silicon Valley du vin ou la Vino Valley. Ces derniers temps, c'est un lieu d'exposition sur le thème du vin à Bordeaux sur le quai des Bacs-Calans. Ouverture en 2016, 400 000 visiteurs par an, 13 350 000 m², enfin 13 000 m², oui. Le 31 mai 2016 en présence d'Alain Juppé et du président de l'époque François Hollande, qui a été démarré en 2009, association de préfiguration de la Cité du Vin créée à cet effet, composée de la région, la métropole et de la ville de Bordeaux, le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et la chambre de commerce d'industrie de Bordeaux. Et elle évalue la faisabilité du projet. Le but est d'assurer par la construction d'un monument intermédiaire entre l'univers du musée et celui du parc à thème, la transmission, la valorisation et la sauvegarde du patrimoine culturel universel et vivant du vin. L'association est remplacée par une fondation pour la culture et l'exploitation du vin qui exploite et assure le développement comme la promotion d'établissements. Cette fondation est reconnue d'utilité publique. On a Robert Parker ou encore Pierre Arditi, le comédien et le dégustateur du Robert Parker, qui ont été ambassadeurs de ce projet-ci. En tout cas, on se retrouvera demain pour la suite du Tour en Torel. Peut-être encore des débriefs à l'avenir. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour toute ma prochaine show.